connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va bien de votre côté. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans notre précédent épisode consacré à la série Tempête de Noël, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. 3 ans et 3 mois, c'est la durée qu'il a fallu attendre après la diffusion de l'ultime épisode de Game of Thrones pour finalement découvrir le 21 août 2022 la série House of the Dragon sur HBO aux États-Unis et sur OCS en France. C'est une adaptation du roman Fire and Blood, Feu et Sang de l'incontournable George Martin, épaulé par Ryan Condal à la création de cette série. Que vaut ce prequel de GOT? Est-ce que House of the Dragon méritait de recevoir il y a quelques jours le Golden Globe de la meilleure série dramatique? Des réponses à ces questions et à plein d'autres juste après ce premier extrait. Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out. You are the king. Your duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. I'm your heir. War is afoot. Do you think the realm will ever accept me as their queen? A woman would not inherit the Iron Throne, because that is the order of things. Alors Hélène, sur cet épisode, sache qu'il y a pas mal de gens qui vont probablement nous découvrir, c'est probablement leur première écoute, et nous on apprend à se connaître, sériellement parlant. L'univers de GOT, la série principale, qu'est-ce que ça représente pour toi Hélène dans ta sériphilie? Ah bah moi c'est mon number one. Carrément. Ah ouais, je suis fan mais inconditionnel. C'est-à-dire que ça m'est pas venu tout de suite. En fait, ça m'est venu un peu en décalé. J'ai découvert la série à sa sortie en 2011 et j'ai pas accroché du tout. Dès le premier épisode, j'ai lâché l'affaire. Franchement, c'est pas trop mon truc. Alors que tu vois le Seigneur des Anneaux, etc., tout ce qui est fantasy médiévale comme ça, pourtant j'adorais. Et j'ai repris la série en 2015 et là, j'ai dévoré les saisons. Je suis complètement fan. Je fais partie de groupe de fans. J'ai lu les bouquins. Enfin, j'ai pas fini, mais je suis un peu en retard. Mais bon, de toute façon, George R. Martin n'a pas sorti le dernier tome, donc voilà. J'ai lu aussi d'autres bouquins qui étaient toujours dans le même univers. Qui étaient aussi Des l'œuf. spin-offs? Non, l'œuf, en fait, George R. R. Martin a sorti plusieurs bouquins sur cet univers-là de Game of Thrones. Donc, Game of Thrones, c'est une partie des bouquins qu'il a écrits sur cet univers, mais il y a aussi l'œuf. Il y a donc ce que tu viens de dire, la nouvelle série qui vient de sortir, Feu et Sang, et bien d'autres. Donc, il y a tout un univers qui a été créé par lui, et c'est vraiment formidable, détaillé. Enfin, le gars, c'est un fou, quoi. Enfin, Bon, ce serait bien qu'il se dépêche de sortir le dernier tome et de livrer sa conclusion à lui, puisque la série a dépassé les livres. Juste une question pour être bien précis pour nos auditeurs. Tu dis que tu as lu les livres GOT, on va dire GOT, parce qu'avec mon accent anglais, Game of Thrones, ça va être compliqué. On va dire GOT. Tu dis que tu es en train de lire les GOT, mais est-ce que tu as lu ce qui a inspiré House of the Dragon, donc le livre Feu et Sang? Non, je l'ai pas lu. J'ai lu l'œuf aussi. C'est un autre bouquin, toujours dans l'univers, mais encore plus ancien, je pense, mais pas plus ancien que. C'est entre Feu et Sang et Game of Thrones. Donc j'ai lu ça. Enfin, il me semble, hein. On me corrigera s'il y a des spécialistes. Mais Feu et Sang, non, je l'ai pas lu et franchement, ça donne envie de le lire. Très bien. Moi, mon rapport avec GOT est un peu comme le tien, Hélène, hein. J'étais intrigué par cette série, puis après fâché. Donc j'ai regardé, c'était les 2 premières saisons en fait, puis j'ai arrêté.
Et puis je m'y suis remis, j'ai maté la troisième, puis il y a un creux, je dois avouer que j'ai raté les quatrième et cinquième, et j'ai repris la hype après la sixième en fait, pour vraiment voir comment ça se terminait, et suivre au rythme des collègues qui étaient à fond en fait. Donc j'avais pas le courage de revenir en arrière, et j'ai enchaîné Ah non. 6, 7, et puis c'est 1 an et demi d'attente là entre la 7 et la 8. Attends, me dis pas que t'as sauté la 5 et la 6. Ben si, Non. j'ai repris, oui j'ai regardé un peu de façon découpée comme ça parce que je suis pas un fan hardcore, mais comme ça buzzait tellement, on en discutait énormément sur les réseaux, je voulais voir de mes propres yeux ce que ça donnait. C'est un univers que j'aime bien, mais comme vous le savez, hein, les fidèles, j'ai un vrai problème, moi, tous les gros univers, hein, les Seigneurs des Anneaux, les Star Wars. Goths, les Star Wars, il y en a qui connaissent tout sur le bout des doigts, qui sont assidus, qui connaissent vraiment tous les personnages, toutes les familles, tous les liens qu'il y a entre eux. Moi, alors là, franchement, j'ai du mal. Je connais les principaux, mais pour tout joindre les deux bouts, là, c'est un peu compliqué pour moi. Donc ne m'en voulez pas. L'experte sur cette émission, l'experte, c'est Hélène, c'est pas moi. Donc commencez pas à vous énerver pour les fans purs et durs qui se sont dit tiens, un podcast qui parle de House of the Dragon. L'experte, c'est la voix féminine de cette émission. Retenez bien ça avant qu'on entre dans le vif du sujet. Alors, experte, bon, je suis bien au courant, mais je peux quand même dire des bêtises. Donc surtout, si je dis une bêtise, faut me corriger, faut me le dire tout de suite. Oui, envoyez-nous, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, on est très réactifs. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou Instagram. Déjà, pour ceux qui n'ont pas regardé cette série et qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous faire un pitch de HOTD? C'est comme ça qu'on le note. Oui, on va dire HOD. GOT, HOD. Donc, House of the Dragons, c'est donc un préquel de Game of Thrones qui se déroule 172 ans avant la naissance de Daenerys et la fin du roi Aerys II, dit le roi fou. Donc, ça raconte les événements qui ont amené à une guerre civile à Westeros dans la famille Targaryen, entre deux lignées de Targaryens, et qui a donc cette guerre civile été appelée la danse des dragons. Alors, parce que les Targaryens avaient chacun des dragons, donc il y a des bagarres de dragons, et le gros problème, enfin, pourquoi on fait une série là-dessus? C'est parce que c'est suite à cette guerre civile entre deux lignées de Targaryens que les dragons ont disparu. D'où l'intérêt de cette série qui nous explique déjà que les lignées, enfin les successions targaryennes se font d'homme en homme. Et donc, dans le pilote de la saison 1, on revient encore un petit peu plus tôt, 10 ans plus tôt encore, donc 182 ans avant la naissance de Daenerys. Et on revient sur le roi sur le roi Jaehaerys Ier, qui a eu 2 fils qui sont morts, et donc du coup la successeur légitime au trône est une femme qui s'appelle Rhaenys, mais comme c'est une société, bon c'est de la fantaisie médiévale, mais comme c'est une société très patriarcale, il risque une guerre civile à la nommer comme successeur, donc il nomme son cousin Viserys Ier comme successeur. Et donc, quand l'histoire commence vraiment, on est donc au début du règne de Viserys Ier, qui a donc une épouse qui s'appelle Aemma et une fille unique qui s'appelle Rhaenyra, et qui tente à toute fin de pondre un héritier mâle pour la succession, pour assurer la solidité de sa famille. Ça, c'est vraiment l'ouverture du premier épisode, et c'est une grosse composante du premier épisode, c'est cette prise de décision de Viserys d'ailleurs, qui est vraiment prêt à tout pour qu'il y ait un mâle qui soit le premier dans l'ordre de succession pour arriver sur le trône de fer. Alors, vite fait, on va délivrer notre avis sur cette série. En quelques mots, Hélène, en très court, qu'est-ce que tu as pensé d'House of the Dragon? Alors moi, House of the Dragons, je l'ai commencé immédiatement quand il est sorti sur OCS, et j'ai maté chaque épisode 2 fois, au moins, dès le départ. Parce que dans le même contexte que GOT, ce sont des familles targaryennes avec énormément d'enfants, avec des noms un peu, un peu chelous. Et donc, pour suivre, bon, faut vraiment parfois le mater 2 fois pour bien comprendre, parce qu'on est un peu perdu au départ. Et aussi une série à mater pour la plupart des épisodes dans le noir, parce que je sais pas si tu as remarqué, Junior, c'est assez sombre, et tu as des épisodes où si t'es pas dans le noir complet, tu ne vois rien. Oui, et ils ont pas compris, hein, depuis la saison 8, là, le fameux épisode de bataille de nuit où on voyait rien. Voilà, ils ont pas compris. Ils ont pas compris la leçon.
Ils ont récidivé pour le coup de l'éclairage. Et bon, ce que j'ai pensé moi de cette série, bah, franchement j'ai adoré. Les mêmes difficultés qu'avec GOT, donc pour ceux qui ont aimé GOT, devraient aimer aussi. Pour ceux qui n'ont pas aimé GOT à cause de ces difficultés-là, de retenir les noms d'un tel de truc, et bon ça va être compliqué aussi, hein. C'est vraiment dans le même sang, quoi. Oui, moi j'ai plutôt bien apprécié la série, c'est pas mal du tout dans l'ensemble. Il y a vraiment des moments de bravoure, des moments d'aventure et des moments saisissants avec les dragons qui sont magnifiques. Alors c'est très étrange parce que le premier épisode est très cru et très brutal. Et j'avais peur que ce soit sur ce rythme-là tout le temps, et Dieu merci, il y a des moments beaucoup plus apaisés, beaucoup plus dans l'émotion, et qui sont tout aussi forts dans un autre registre que les moments d'action. Donc c'est ça qui m'a fait tenir, et c'est ça qui m'a fait passer un agréable moment. Tout n'est pas parfait, loin de là, parce que trop de personnages, ça m'a perdu à certains moments, surtout qu'on les voit changer, vieillir, grandir, mûrir. Donc ça peut vite être déroutant aussi. C'est une espèce de The Crown, mais compilé sur 10 épisodes. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça que c'est un divertissement où il y a des moyens et qui se tient plutôt bien. Bon, les thèmes principaux de cette série, c'est comme pour GOT, hein, c'est bon, le patriarcat déjà, puisque la position des femmes, là, c'est quand même vachement mis en évidence, encore plus que dans GOT. La trahison, hein, la trahison, parce qu'en gros, franchement, c'est c'est vraiment, C'est à tous les étages ah là. oui, voilà, les mensonges, la vengeance, les manipulations, et là, surtout le thème essentiel qu'il faut retenir sur, la différence avec Game of Thrones, c'est que là, c'est quand même le thème de la famille qui est vraiment très centré. Dans Game of Thrones, tu te plains des noms à retenir dans House of the Dragons, mais on parle essentiellement que d'une famille, les Targaryens, tandis que dans Game of Thrones, on se tape toutes les familles, il faut retenir les noms de tout le monde, et lui, c'est un Lannister, et lui, Les c'est un Stark, les Stark, et lui, Baratheon, c'est un ouais. Arryn, enfin... Bon, là, c'est quand même assez restreint à la famille Targaryen, donc pour ceux qui ont du mal, c'est quand même plus simple, je trouve. Ouais, mais attends, il y a le père, il y a le grand-père, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, il y a l'autre maison aussi, les Vélarians, Oui, mais tu sais. le problème que tu as, Junior, c'est qu'en plus, ils se marient entre frères et sœurs. Donc, il arrive que la mère soit la sœur de, enfin, l'épouse soit la sœur de son mari, et donc le tonton du neveu a le même âge parce que c'est remariage et compagnie. Donc, ouais, là, ça, j'avoue, c'est vrai Hmm. que c'est pas super évident à suivre. C'est clair. Heureusement qu'on nous a préparé le terrain avec Jaime et Cersei Lannister à l'époque, hein. Faut vraiment être habitué, hein. Oui, on marie sa sœur, son frère, son cousin, ça y va, Bon, hein. alors là, c'était interdit, hein, justement. Dans GOT, c'était devenu complètement interdit de faire comme les Mhm. Targaryens, de se marier entre frères et sœurs. Et tiens, d'ailleurs, pour reprendre ton expression sur The Crown, rien à voir avec les frères et sœurs, mais je veux pas qu'il y ait d'amalgame. Tu parlais de The Crown, et moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du casting, c'est-à-dire qu'il y a un acteur bah, que j'ai adoré dans The Crown, et que là, j'ai adoré aussi. Enfin, cet acteur, il est génial. C'est Matt Smith qui joue le rôle de Daemon dans House of the Dragons. Alors, c'est pas un top modèle, franchement, c'est pas un beau gosse, mais il dégage un truc de malade, quoi. Il a un charisme incroyable, incroyable. Et Hélène, t'allais me poser une question peut-être? Non, j'allais te dire que c'était le roi Philippe dans The Crown, le mari de la reine, encore une fois. Exact, Philippe Mountbatten, je le trouve extraordinaire et je suis obligé, Hélène, de te citer l'épisode 3. Tu as remarqué, tu l'as vu plusieurs fois la série, il ne dit pas un mot de l'épisode. Mm, Il ne fait que faire parler son charisme. ouais, Incroyable. c'est fou. Dans cette scène de bataille et tout. Ces archers tiennent les sommets, ces fantassins sont au sol. Nous les harcelons sans cesse avec les dragons, mais ils se réfugient dans les cavernes. Les dragons pourraient encercler Persan jusqu'à en perdre leurs ailes. Le gaveur de crabes et ses hommes n'ont aucune raison de quitter ces cavernes. Il faut leur en donner une. Offrir de la chair pour appâter les crabes. Qui? Un dragon revient! Alors, qui? Quel homme ici irait de bon gré vers sa mort? Montre-moi celui qui se jetterait dans cet enfer, neveu, et je te montrerai un esprit malade. Daemon. C'est à cause de lui que nous perdrons la guerre. Lui prend part au combat, au moins. Et vous, qu'y avez-vous fait, mon oncle conseiller, à part jouer le maître des soupirs? Assez, Lénore. Si Port-Réal refuse de soutenir Daemon, pourquoi le ferions-nous? Qui que tu sois,
Feymond. Je ne te laisserai pas causer une mutinerie. La scène de bataille, elle est monstrueuse, quoi. Enfin, vraiment, c'est un truc de dingue et il a vraiment, lui, il transpire son rôle, quoi, en fait. Et je trouve que ce rôle lui va vraiment très, très bien parce que, bon, il y a eu, alors si tu veux, dans les groupes de fans au début de la diffusion de la série, il y avait la team Daemon et la team Viserys. Donc Viserys qui est joué donc par l'excellent Paddy Considine qui nous a fait là un truc mais monstrueux, surtout son discours de repas à la fin là, mais Oui. c'est un truc de fou, ce gars, il a réussi à me retourner la tête dans le sens où au départ, moi j'étais à fond team Daemon. Ah Daemon, non mais Viserys c'est un lâche, enfin avec ce qui se passe dans le premier épisode avec sa femme, franchement tout le monde le déteste. Et j'avais du mal après pour me prendre d'empathie pour c'était le personnage, pour le patriarche, parce que en fait il a fait un choix juste horrible, quoi. Il y a une espèce de fanatisme et de jusqu'au boutisme de sa part qui m'a fait... je me suis dit, mais quelle raclure en fait. La fin justifie les moyens avec lui. Ouais, je pense que justement, c'est ce qu'il a fait dans le premier épisode qui a enclenché tout ce qu'il a fait par la suite. Et s'il n'avait pas fait ça, je pense qu'on n'aurait pas eu la guerre, enfin la danse des dragons, on l'aurait pas eu, parce qu'il a tenté de rattraper cette erreur du premier épisode. Il passe toute la saison à rattraper cette erreur et à remonter dans les bonnes grâces de tout le monde parce qu'il avait vraiment fait un truc horrible. Alors que Daemon, lui, fait l'inverse. Il fait au début, bon, il fait des trucs un peu, voilà, et finalement, il s'améliore aussi. Enfin, il devient plus gentil et enfin plus gentil, c'est une façon de parler parce que dans le dernier épisode, on le retrouve comme au premier, quoi. Enfin, ça, c'est deux personnages qui ont évolué énormément, je trouve, pendant la première saison. Alors, Paddy, voilà, Viserys, Paddy Considine, premier épisode, moi, je l'ai trouvé nul, nul, nul. L'acteur formidable, hein, mais le rôle, le personnage, c'était vraiment terrible et à la fin, mais je l'ai adoré. J'avoue que j'ai versé ma larme au discours, un superbe acteur, quoi. Pour recontextualiser, il y a cette scène de dîner où sa famille est plus divisée que jamais sur diverses générations, que ce soit sa fille, ses petits-fils, et il est usé de ça. Et il demande solennellement, en ôtant son masque, lui qui est rongé par la maladie, à cette famille de se rassembler et d'arrêter ces querelles qu'il estime être puériles, quoi. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement efficace, en effet. Il est amaigri, il est dans sa faiblesse et dans sa vulnérabilité extrêmement poignant et touchant comme il faut, en effet. But tonight, I wish you to see me as I am. Not just a king, but your father, your brother, your husband, and your grandsire, who may not, it seems, walk for much longer among you. Let us no longer hold ill feelings in our hearts. The crown cannot stand strong if the house of the dragon remains divided. But set aside your grievances. If not for the sake of the crown, and for the sake of this old man, who loves you all so dearly. Mais tu sais que cet acteur, il a joué dans 3 séries que j'ai suivies, c'est Outsider, Peaky Blinders et The Third Day. Et ben, je ne l'ai jamais remarqué dans les autres séries. Parce qu'il avait sûrement des seconds rôles. Je sais pas en fait, franchement, je le revois pas, quoi. Enfin, je sais que dans Peaky Blinders, apparemment, il était le prêtre, je sais plus quoi, mais j'ai aucun souvenir de lui dans aucune de ces 3 séries. Et là, il éclate l'écran, quoi. C'est Le père John Hughes dans Peaky Blinders. ouais, c'est ça. T'as remarqué aussi que Otto Hightower, un des gros méchants quand même de la série. Oui, je l'ai reconnu, ce comédien. Eh oui, mais moi j'ai flashé tout de suite. Alors lui, il s'appelle Rhys Ifans. Enfin, moi, je le connais de Spider-Man, en fait, The Amazing Spider-Man, où il jouait, mince alors, Un savant, ouais, un savant. le lézard. Ouais. Et ben, figure-toi que ce mec, il a joué dans Coup de foudre à Notting Hill avec Hugh Grant et l'autre là qui a fait Pretty Woman. Julia Roberts. Julia Roberts. Et c'est le gars qui, avec ses palmes et ses lunettes de plongée dans la cuisine en slip en train de manger des yaourts.
un rôle Je vois, complètement oui. ridicule à l'époque. Et quand je l'ai vu, je dis mais mince, il me dit quelque chose et c'est lui. Casting dans lequel on retrouve également Olivia Cook, qu'on avait pu voir dans Ready Player One de Spielberg. Elle joue Alicent Hightower. Enfin, voilà, vraiment un casting plutôt riche, de bonne qualité. Emma Darcy aussi. Ouais, qui a été nommé au Golden Globe d'ailleurs pour son rôle. Et là, j'ai eu un trauma, puisqu'il est un comédien, d'une série qu'on a commentée sur 6 saisons. Graham McTavish. Toujours aussi noble. Enfin, bon. Alias, Harold Westrelin, qui est commandant de la garde royale dans House of the Dragon. Et c'était donc Dougal Mackenzie dans Outlander. Et il y a aussi un super acteur dont je voudrais qu'on parle, c'est Ewan Mitchell qui joue Aemond, qui a joué dans The Last Kingdom, où il joue un rôle d'un mec qui est pas super charismatique quoi, dans The Last Kingdom. C'est aussi une série médiévale. C'est pas mal. Mais alors là, donc Aemond, il joue le rôle d'Aemond. Et alors là, niveau charisme, avec Daemon, donc Matt Smith, on est vraiment à égalité, je pense. Donc, Junior, est-ce que tu as remarqué le générique? Formidable aussi. je l'aime beaucoup. Alors, ce que j'adore dans les génériques HBO, dans le générique des séries HBO, c'est que normalement, plus tu regardes le générique, plus tu le comprends. Bon, là, j'avoue que je suis pas sûr d'avoir tout compris parce que il faut reconnaître les blasons des maisons, mais peut-être tu vas m'éclairer là-dessus. Mais en tout cas, la traînée de sang est incroyable. Vraiment, le générique est magnifique. Alors, je sais que tu as aimé la musique puisque c'est la même musique qu'on a retrouvée dans Game of Thrones. Donc, il y a eu du pour et du contre chez les fans. Certains étaient très contents que ce soit la même, du fameux Ramin Djawadi qui est formidable, et d'autres ont trouvé qu'ils auraient pu faire un effort, trouver autre chose, mais je pense que trouver mieux, c'était pas possible. Ben non, c'est très bien de l'avoir regardé. C'est le même univers, c'est, comment dire, quelque chose qu'on connaît, auquel on se raccroche, et c'est très bien en fait. Moi, je suis d'accord avec toi, je suis du même avis que toi. Tu parlais des blasons. Alors, les blasons, c'était dans le générique de Game of Thrones. On voyait les blasons des maisons s'afficher. Le générique changeait à chaque fois en fonction de l'évolution de l'histoire. Et là, c'est pas les blasons des maisons qu'on a, c'est les symboles, les couronnes des rois Targaryens. Donc, en fait, il y a un petit lien que tu pourras mettre, Junior, que j'ai trouvé, qui Oui. explique un peu, enfin, 2 liens. Quel Numérama, donc qui est assez intéressant, ils font des bonnes choses. Et il y a aussi le site formidable de la garde de nuit que je conseille à tous pour découvrir l'univers de J.R.R. Martin, en tout cas celui de Game of Thrones, etc. Enfin, tout cet univers. Donc, dans ce générique-là, ce qu'on voit apparaître, en fait, c'est toute la succession des rois Targaryens. Donc, on commence par Aegon le Conquérant, et la coulée de sang, c'est le sang des Targaryens, en fait, c'est la lignée sanguine des Targaryens. Et chaque petit mécanisme qui se met en route, c'est le symbole ou le signe d'un des rois. Par exemple, Viserys, sa couronne, tu la vois monter du mécanisme, et c'est la couronne de Viserys, elle se remplit de sang. Ensuite, c'est celle de sa femme. Ensuite, on voit celui de Rhaenyra, on voit celui de Daemon, le casque qu'il porte au tournoi au début, et après Oui. quand il se bat au degré de pierre. Donc, en fait, tu verras que celui-là évolue aussi générique puisqu'il avance en fonction de la naissance des enfants. Oui, et ça s'allonge en fait. Et donc, c'est une ville de pierre en fait qui se remplit de sang, et c'est le sang des Targaryens. Et quand il y a 9 branches qui partent comme ça, c'est Aegon et Alysanne. Il s'était marié avec sa femme qui a eu 9 enfants, donc tu as 9 embranchements. Enfin, c'est super intéressant, quoi. Oh ben, merci pour cet éclairage, hein, je comprends mieux maintenant. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'évidemment, c'est en lien direct avec le contenu de la série, puisque leur avancée ne sera que le fruit d'une traînée de sang, quoi. Dans toutes les étapes qu'ils ont à franchir, ils sont obligés de laisser cette traînée de sang. Évidemment, notamment par Daemon d'ailleurs.
Ouais, et puis l'importance du sang dans l'histoire, alors qu'on a pas mal de répliques super intéressantes. Par exemple, Corlys Velaryon, donc pas un Targaryen aussi, bien sûr, qui lui dit à un moment à sa femme que l'important, tout personne ne se souvient du sang, mais tout le monde se souvient du nom. Ce qui semble super important dans la série, hein, c'est les liens de sang et la succession par le sang et la Mhm. purification en se mariant entre eux, etc., pour regrouper, un peu comme ça s'est fait au niveau de la royauté pendant un certain temps en Europe. Et puis ça se traduit également par les accouchements quoi qu'on a et on nous épargne pas tout le sang que ça génère aussi. Oui, alors c'est sanglant, ouais, c'est clair. Mais en vrai, c'est pire, je te rassure. C'est sympa. Pour ceux qui nous découvrent, connaissent pas le métier d'Hélène, elle travaille dans le service hospitalier. Au bloc opératoire, donc. Non, non, c'est assez glauque. Bon, le sang, je pense que oui, c'est parce qu'on sait que cette dynastie de Targaryen, elle a perduré dans le sang, par le sang et avec le sang, quoi. Donc. Et sinon, toi, Junior, donc on parle de sang là. Est-ce qu'il y a des scènes qui t'ont donné un peu la nausée ou qui t'ont fait flipper, sanglantes ou pas d'ailleurs? Ben, il faut vraiment pas manger en regardant cette série, hein. Ça, c'est déjà rien que le premier épisode, quand tu vois la boucherie de Daemon, le fait de découper des membres en public, tu sais aussi, Ah oui, 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 d'accord. ça met dans le bain, mais direct. J'ai surtout été marqué par les coups d'épée qu'on ne voit pas arriver en fait. Je vais te donner un exemple concret. Quand le frère de Lord Corlys se Daemon. présente pour réclamer le trône, Ouais. Ils lui ont laissé sa langue quand même. Daemon saisit son épée, il découpe la tête en deux. Au moins, je lui ai laissé sa langue. Incroyable cette scène. Incroyable. Donc c'est plus... J'ai pas vraiment eu peur, j'ai pas flippé, mais je dois avouer qu'il y a... Ce qui nous prend par surprise comme ça, sans tomber dans le jumpscare des films d'horreur, m'a quand même saisi. Tout comme par exemple l'une des toutes dernières scènes du dernier épisode avec un dragon qui en attaque un autre, je vais pas spoiler. Ça oui, c'est très saisissant aussi. Our children are bastards! And she is a whore. Well, have your tongue for that. He can keep his tongue. Ouais, puis on a des scènes aussi, enfin, tu vois, dans les scènes qui font flipper comme ça, qui donnent les poils au niveau, émotion, j'ai envie de dire, ou et qui te surprennent. Moi, j'en ai des super aussi avec les dragons, surtout quand il y a Aemon, on en parlera, et Vhagar, je sais pas si tu vois laquelle, tu te Oui. dis: «Non, mais c'est hyper bien tourné», enfin, tu flippes quoi, tu te demandes, ce qui va se passer, tu es surpris à chaque fois. Tu parles de quand il apprivoise? Ouais, et donc tes scènes préférées, les scènes qui t'ont vraiment fait vibrer, par exemple? Bah, j'ai beaucoup aimé, comme je l'avais dit tout à l'heure, cette bataille de Daemon qui veut affronter le gaveur de crabe et qui veut régler ça par lui-même. En gros, soit il accepte l'aide des renforts, soit il se démerde par lui-même. Et la prestance et le charisme de Matt Smith fait le boulot. Il a même pas besoin de dire un mot pour faire comprendre ce qu'il va s'employer à faire. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Et la bataille en elle-même est éprouvante et on est fatigué et crevé avec Damon et Matt Smith. Donc. Et j'ai trouvé ce passage-là vraiment très fort. Après, il n'y a pas forcément que des scènes d'action dans le sang. J'aime beaucoup tous les moments de complicité et d'amitié aussi entre Rhaenyra et Alicent avant que ça se détériore, que je trouvais très touchant. C'est pour ça que quand on les voit vieillir, ça fait bizarre, parce que les comédiennes plus jeunes aussi sont super convaincantes. Ouais. Je trouve que les moments de tendresse aussi, il faut pas les négliger dans cette série. On retient beaucoup le spectaculaire, mais il n'y a pas que le spectaculaire qui m'a plu. Il y a aussi les émotions dégagées par ces scènes-là. Moi, il y a un mariage traditionnel, on va pas spoiler, mais il y a un mariage traditionnel aussi que j'ai trouvé magnifique. Vraiment des grands moments d'émotion, enfin, des gros moments de choc émotionnel pour les personnages comme, ben, la préparation au mariage de Rhaenyra ou, une grosse bagarre quand même, il y en a un qui se fait défoncer la tête. Oui. Enfin, tu vois, il se passe toujours plein de trucs quoi, puis inattendus, enfin et puis des scènes comme tu dis, remplies d'émotions, il y en a quand même pas mal aussi, hein, tu sais quand, il y a une histoire avec un œil, perdu et cetera et qu'il y en a une qui va essayer de tuer l'autre, enfin
Et les acteurs le portent sur leur visage, enfin, ils le vivent, quoi. Tu vois, il y a pas tellement de dialogue qui explique, mais c'est tellement, ils jouent tellement bien. Enfin, moi, je trouvais qu'ils transpiraient vraiment leurs émotions. En mode vraiment œil pour œil, tu as une dette et tu vas la réparer, en effet. Il y a quand même un petit bémol, c'est qu'il y a des choses que je voyais arriver, hein. Clairement, tu sais avec qui Rhaenyra aura sa première fois, tu sais que le roi Viserys va choisir Alicent Hightower, donc la fille de la main du roi. Voilà, il y a des choses que tu vois arriver à 10 000 km, même sans maîtriser de A à Z Goth. C'est pour ça que je mets des bémols et que je trouve la série pas mal. Tu vois, elle m'a surprise sur d'autres aspects, mais pas ceux-là, tu vois. Justement, j'allais en venir, là, par rapport à la manipulation, puisque comme dans Game of Thrones, c'est quand même une série où il y a énormément de stratagèmes et de manipulation et donc quelque part, tous ceux auxquels tu t'attendais, tu as vu la manipulation et le machiavélisme arriver donc quel est pour toi le personnage le plus machiavélique? Parce qu'il y en a plusieurs en plus. Oui, il y en a pas mal, oui. Je sais pas, je dirais bien la main du roi, donc le père Hightower en fait, Otto. Otto, et celui qui est vraiment le plus discret et qui a des oreilles, lui, c'est Larys, Fort. Ser Larys. Sir Larys Fort. Bah lui, il est plus que machiavélique, puisque dans l'histoire, c'est le Littlefinger 172 ans plus tôt, quoi, enfin 200 ans plus tôt, parce que Mais tellement. il ne renonce à rien pour y arriver. Hein. Avec la roublardise de Tyrion quand même, tu vois. Mais oui, je passe pour la personne handicapée, je suis fragile, je suis... Et en fait, c'est le plus dangereux, l'un des plus dangereux. Ah oui, mais en fait, si tu veux, on retrouve aussi, par exemple, l'expression le chaos est une échelle de Littlefinger qui sort dans Game of Thrones. En fait, Larys Fort, il représente exactement ça. Et ensuite, on a aussi le ver blanc. C'est un réseau d'espions qui avait déjà à l'époque, qui remplace les petits oiseaux de Varys dans Game of Thrones. Donc à l'époque, c'est le ver blanc. C'est un réseau d'espions aussi, donc tu sens qu'il y a déjà beaucoup de stratagèmes. Enfin, je te disais, hein, pour moi, les thèmes, c'est vraiment la stratégie, la manipulation, la vengeance, les coups en douce. Et Larys Fort, pour moi, c'est le pire, quoi. Et sinon, ton héros, si tu avais un héros, toi, dans l'histoire, pour toi, ou ton héroïne? Oh là, ça est difficile cette question. Je sais pas pourquoi j'aurais tendance à dire quand même Ser Creston. Ouais. J'aime beaucoup son respect des traditions, son respect envers la couronne. Et son honnêteté, parce qu'en fait, il cache rien, lui. Hein, il cache rien. Lui. Ah oui. Ouais. Et c'est ce qui lui a peut-être même sauvé la vie d'ailleurs. Et ouais. Face à Hightower, à Alicent, Oui. de lui dire clairement qu'il a fauté, alors qu'elle lui parlait pas de ça, petit quiproquo Ah ouais. un peu à la Emily in Paris. Bon, allez, je pardonne. Désolé pour la comparaison, Hélène, mais j'en ai pas d'autres sous la main. Je suis un peu d'accord avec toi. Celui qui incarne le mieux le héros, c'est lui. Et pour autant, il va pas suivre le mouvement qu'on devrait suivre, c'est-à-dire respecter la volonté de Viserys, puisque finalement, il y a aussi un quiproquo à ce niveau-là. C'est pas le seul, puisque Game of Thrones, c'est quand même une histoire de prophétie. Et pour les fans de Game of Thrones, la dague, enfin, ceux qui ont vu Game of Thrones, la dague avec laquelle Arya tue le roi de la nuit, on la retrouve déjà à cette époque-là. Et en fait, on sait déjà dans Game of Thrones que cette dague, c'est la dague d'Aegon, le conquérant, et qu'il l'a transmise, elle a été transmise de roi Targaryen en roi Targaryen comme ça, jusque finalement Tyrion. Ça lui était volé par Littlefinger et Littlefinger s'en est servi pour essayer de tuer Bran. Enfin bref, elle a suivi un chemin particulier et à aucun moment dans Game of Thrones on te dit qu'il y a un truc particulier sur cette dague et qu'on découvre là dans la série. Donc c'est super intéressant pour les fans de Game of Thrones parce qu'on apprend encore des trucs. Tu vois, pour en revenir au héros. Puisque tu parlais de ça, Criston Cole. En fait, Criston Cole, lui, il suit pas, il n'est pas influencé par que ce soit une prophétie ou la quête du pouvoir ou quoi que ce soit. Lui, tout ce qui compte pour lui, et c'est pour ça que je comprends que tu le nommes comme ton héros, c'est le respect, la loyauté. Mais il a quand même un esprit vengeur. Mais enfin, le gars, il est hyper droit dans ses bottes, quoi. Il a un code et il essaie de s'y tenir le mieux possible. Et quand il l'enfreint lui-même, il a tout de suite ce besoin de repentir et de se dire non, j'ai merdé, j'ai fauté, et je préfère le dire. Le péché auquel vous faites allusion, je l'ai commis, Majesté. À son initiative, il est vrai, mais cela ne saurait être une excuse. Mon serment a été brisé. Je me suis déshonoré. Je ne mérite aucune considération.
Mais si, en clémente souveraine, vous êtes encline à la pitié, je demanderai seulement ceci. Plutôt que de me faire castrer et de me faire torturer, que votre majesté me condamne à une mort rapide. Ouais, j'allais dire que moi, j'ai pas de héros parce que je trouve qu'ils ont tous un moment, comme tu vois, comme j'ai une évolution de leur personnage qui fait que parce que Kristen Cole, en deuxième partie, tu as un peu du mal à l'apprécier, quoi. Il y a pas vraiment de héros dans cette série, mais il y a des comportements héroïques. Ils ont tous chacun leur tour, comme Alicent. Parce qu'à un moment donné, quand elle s'occupe de son mari et qu'on voit qu'elle y met tout son cœur et qu'elle est manipulée par son père, enfin, tu vois, elle essaie quand même d'être juste. Ils essaient tous d'être justes, mais à leur place. Et en fait, en fonction de la place que tu as, la justice va pas dans le même sens. C'est ça. Et puis attention aussi à quel point on veut faire prévaloir ses intérêts, hein. Et quel est l'univers que tu as enfin, quel est le toi, si tu avais dû choisir, en fait, tu aurais choisi qui Oula. comme successeur? Un homme? Un fils, Targaryen ou la fille, Tu veux me fâcher avec les auditrices qui nous Ouais, écoutent, toi, ouais, je c'est... voudrais savoir pour qui tu tiens. Tu es quel team maintenant, là? Franchement, j'ai toujours été team Rhaenyra, en fait. Qu'on respecte la parole donnée, en fait. Rhaenyra est prévue comme étant l'héritière choisie par son père. Ce sera comme ça et c'est pas autrement. Mais lorsqu'il décède, dans son dernier souffle, il préfère que ce soit son premier fils, Aegon. Et je ne comprends pas, parce que cette scène-là, on la voit pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai raté un Ah truc? ouais, tu as raté un truc. En fait, si tu veux, on parlait tout à l'heure de la prophétie, d'accord? Donc dans la lame de la dague, il y a une prophétie qui dit que, le prince qui fut promis, donc en gros nous, dans Game of Thrones, c'était, on pensait que c'était Jon Snow puisqu'il est Targaryen, mais ça pouvait être aussi la princesse parce que ça pouvait être aussi Daenerys. Le prince qui fut promis va arrêter le mal qui vient, lorsque l'hiver vient, c'est-à-dire le roi de la nuit, d'accord? Et avec la dague. Mhm. En fait, à la fin, il prend du sirop d'opium, enfin bref, il prend un truc, un opiacé qui le fait délirer parce qu'il délire complètement. Et quand sa femme vient le voir, il pense que c'est Rhaenyra qui est au courant de la prophétie dont il lui a parlé et il lui parle de la prophétie. Sauf que son fils, à lui, s'appelle Aegon et que la dague, c'est celle d'Aegon le Conquérant. Et donc, elle pense qu'il parle de leur fils Aegon, alors que, parce qu'elle n'est pas au courant de la prophétie, puisqu'il l'a dit qu'à Rhaenyra. Or, lui, il parle de la prophétie, que c'est la dague d'Aegon et que Aegon, voilà, c'est lui qui a dit la prophétie, qu'il l'a rêvée. En fait, cette prophétie a été D'accord. rêvée par Aegon, elle a été gravée sur la dague d'Aegon, par un pyromancien qui a mis un message dessus, la danse du feu et de la glace. Oui, The Song of Fire and Ice, c'est le nom de la chanson d'ailleurs du générique. Voilà. Le prince qui fut promis, ça lui parle pas, elle croit qu'il a changé d'avis et qu'il veut que leur fils, elle est sincère en fait, Alicent. T'es en train de me dire que c'est encore un quiproquo à la Emily in Paris qui... Voilà, encore un quiproquo. Putain, j'ai même pas compris quoi. Mais oui, j'étais peut-être moins attentif sur les délires du roi, oui, en effet. Donc il y avait une scène comme ça, d'accord. J'avoue que j'étais peut-être moins attentif. Faut croire que toutes ces heures de montage des émissions m'ont peut-être fait perdre de l'attention sur ce point-là. Mais en tout cas, c'est bien de l'avoir passé en revue. Ça va sûrement éclairer les auditrices et auditeurs, en effet. Donc ouais, c'est pas mal de quiproquos, tu vois, dans cette... Et d'ailleurs, moi, c'est ça qui m'agace le plus, c'est les quiproquos, parce que je déteste ça, en général. Bah, franchement, dans une série médiévale, vous avez pas trouvé mieux à faire. J'ai un peu du mal avec ça. Autant dans les comédies pures et dures, bon, pourquoi pas. Autant là, vu la gravité des enjeux, de ce degré-là, de ce niveau-là, c'est un peu léger pour moi, tu vois. Encore des choses qu'on peut ajouter dans la colonne moins. C'est pour ça que je trouve que la série est pas mal. Et ouais, c'est ça. Et donc, du coup, tu restes quand même Team Rhaenyra ou t'as compris pourquoi Alicent avait... Oui, bah Alicent aussi, c'était la meilleure compagne la meilleure femme que pouvait avoir Viserys. Franchement, elle est très à l'écoute, très droite, quoi, en tout cas le plus possible. Et elle est restée, en fait, tu vois, elle a pas menti, quoi. Elle a pas menti, en fait. À la fin, c'est juste encore un quiproquo. Comme le quiproquo quand il pense qu'elle a couché avec Daemon, tu sais, avec l'histoire du début, quoi, avec la coucherie. C'est encore un quiproquo. Et en fait, Alicent, elle est toujours au centre du quiproquo parce qu'en fait, il y a que ça, quoi, pour elle. Elle a jamais été rongée par l'envie de pouvoir. Tu sais, quand Rhaenys, la femme de Corlys,
Il lui dit mais en gros vous avez jamais eu envie d'être reine. Ouais, mais en fait, si elle y place son fils, c'est parce qu'elle pense que c'est le souhait de Viserys, d'une part, et d'autre part aussi son père qui l'a manipulé et qui lui a bien fait comprendre que le jour où Rhaenyra serait reine, elle éliminerait ses enfants. Donc je pense que c'est juste une mère et une fille. Elle est pas reine, elle est épouse de Viserys, elle est la fille d'Otto et elle est la mère d'Aegon, Aemond et Helaena. Il y a une phrase qui m'a marqué de Alicent Hightower qui dit « J'ai désiré tout ce que vous m'avez imposé de désirer ». Elle a balancé ça à son père et je trouve que ça résume parfaitement tout le patriarcat qui régnait à cette époque-là, quoi. Et que Daenerys a balayé d'un coup de pied, et puis même Cersei aussi. Cersei, elle a balayé le patriarcat, les filles Stark aussi, parce qu'Arya a balayé le patriarcat. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup moins dans Game of Thrones, tu vois. Et au tout début, puis en fait, elles gagnent leur bataille. Donc là, c'est que la saison 1, on va voir la saison 2. You're declared allies? Yes. Too few to win a war for the throne. Well, we would also hope to have the support of houses Arryn, Baratheon and Stark. Hope is the fool's ally. Both Arryn and Baratheon share blood with my house, but all of them swore oaths to me. As did House Hightower, if I remember. As did you, Lord Corlys. J'ai oublié de te dire d'ailleurs, dans la colonne des moins, ça manque, c'est normal, c'est une première saison, ça viendra sûrement avec le temps, ça manque d'un personnage dont j'ai envie de voir la progression. Arya, c'était une petite fille timide, androgyne, qui savait à peine manier une toute petite épée, et qui devient une tueuse redoutable. J'aimerais bien qu'on retrouve ça aussi dans House of the Dragon. Bah, je sais pas, en fait, les enfants, oui, avec les enfants, on a quand même un sacré potentiel pour... Enfin, moi, j'avoue, je me suis auto-spoilée. Je suis allée sur le site La Garde de Nuit et j'ai lu toute la suite de l'histoire. Jusqu'au bout, j'ai tout lu jusqu'au bout. Alors, mais c'est parce que... Non, après, tu l'as pas encore vu mis en scène, donc non. Ça va. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir parce que, en fait, par moments, franchement, le suspense, pour moi, c'est trop intenable et j'ai du mal à... Tu vois, il se passe tellement de trucs, comme je disais tout à l'heure, inattendus que, bon, moi, je suis allée me spoiler sur le site de La Garde de Nuit. Très bon site, d'ailleurs, je le conseille. Il y a vraiment tous les détails. Tu cliques sur un nom, t'as toute son histoire, t'as tout en détail. On va mettre tous les liens en description de l'épisode, ne vous inquiétez pas. Et le petit arbre généalogique aussi, avec tous les noms, ça peut aider pour ceux qui ont perdu un peu le fil au moment, le cousin de la sœur, du frère, du beau-frère, de la belle-sœur, qui se marie avec la belle-mère du beau-père de sa cousine Germaine qui habite à la montagne. Enfin bref, donc on est un peu perdu. Pour les filiations et tout ça, c'est super intéressant parce qu'ils font aussi des liens entre les uns et les autres et c'est bien clair pour ceux qui ont envie de comprendre un peu toutes les subtilités, les manigances, les intérêts des uns et des autres, parce que c'est ça en fait. Le père d'Alicent, il est bouffé, rongé par le désir de pouvoir et il est main du roi, mais si on a vu Goth, on sait que les mains du roi ont souvent été quand même pas très bons conseils, où ils ont mal fini. Où ils ont mal fini. Donc, le calife qui veut être à la place du calife, quoi. Is no good. Et pour finir, je dirais que ceux qui n'ont pas encore vu Game of Thrones, commencez par le préquel, par House of the Dragons. C'est absolument pas gênant. Et justement, ça peut être sympa de commencer par House of the Dragon et d'enchaîner Game of Thrones, si vous le trouvez, parce qu'en ce moment, c'est un peu difficile de le trouver quelque part. Alors, Junior, une solution? Je vais revenir là-dessus. En fait, au moment où on enregistre cette émission, voilà les informations que nous avons. Il faut que vous gardiez à l'esprit, amis auditrices et auditeurs, que House of the Dragon est disponible sur OCS. Il n'y a pas de problème. Vous vous dites, ben non, sur OCS, il n'y a plus le catalogue HBO. Si, il y a toujours les séries HBO, mais pour des saisons sorties sur les 2 dernières années. C'est le cas d'House of the Dragon, c'est sorti en 2022. Toutes les séries dont les saisons sont sorties entre 2020 et 2022 sont toujours sur OCS. Maintenant, la série arrivera prochainement également sur Amazon Prime Video. Il faudra payer ce qu'ils appellent le Pass Warner. Ça arrive en mars. On n'a pas la date précise, c'est en mars. Et ce que je peux vous dire également, pour ceux qui veulent commencer à découvrir le pilote d'House of the Dragon, vous pouvez le regarder gratuitement sur Amazon Prime Video. Mais sachez que House of the Dragon est également disponible depuis décembre dernier en VOD et en Blu-ray. Voilà.
Ouais, bah c'est nickel en fait, comme ça ils ont le temps de regarder House of the Dragon avant de commencer Game of Thrones quand ça sortira en mars sur Prime. Voilà, on n'a pas encore le prix du pass, on en saura plus dans les semaines à venir. D'ailleurs, pour info, hein, OCS a été racheté par Canal+. Voilà. Pour ceux à qui ça parle pas HBO, je rappelle, c'est Sex and the City, Six Feet Under, Les Sopranos, Game of Thrones bien sûr, et j'en passe beaucoup de grosses séries. Voilà, la saison des séries, c'est fini. Merci Hélène d'avoir été avec moi pour cet épisode. Merci à toi Junior. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou du spin-off Un pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Pour nous dire que vous nous aimez, vous pouvez nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Apple Podcasts ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur nos comptes Twitter @piloteparfait et sur Instagram la saison des séries. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes et à très bientôt. Ciao.